Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Je m'appelle Thibaut Surini, je suis chargé de mission à FIBois Grand Est, donc l'interprofession de la forêt et du bois en région. Je tiens tout d'abord à remercier l'École nationale d'architecture de nous accueillir ici dans ces locaux. Et puis, je remercie aussi l'ensemble des partenaires qui ont co-organisé l'événement. Donc, pour les citer, donc, il y a le Centre de ressources Envirobat Grand Est Énergie Vie Pro, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Ordre des architectes du Grand Est, l'Agence Qualité Construction et, vous devez le savoir aussi, cet événement s'organise dans le cadre des Journées de l'Architecture, organisées elles-mêmes par la Maison Européenne de l'Architecture. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Géraldine Boucher-Blancou, si vous ne la connaissez pas, donc qui est architecte et doctorante ici dans ces locaux, qui est donc particulièrement spécialisée dans la thématique des surélévations en bois, qui fait l'objet de ses études actuelles en tout cas, et qui va du coup vous présenter un peu le fruit de ses travaux et qui j'espère va alimenter un petit peu votre réflexion aussi sur la thématique des surélévations en bois. Je lui laisse la parole pour environ une petite heure, je crois. Après, bien sûr, nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Et puis nous terminerons ce début de soirée par un verre de l'amitié. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne conférence. Merci Thibaut. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je vous rassure tout de suite, cette conférence n'est pas une soutenance de thèse. Donc je ne vais pas je ne vais pas soutenir ma thèse ce soir. Ça va être un petit peu plus détendu, un petit peu plus grand public aussi. C'est l'objectif. Alors effectivement, je mène une thèse de doctorat sous la direction de Denis Boquet au laboratoire AMUP et en partenariat avec l'entreprise de construction bois Burger, située à Lièvre, donc dans la région. Et ma thèse est consacrée effectivement à la question de la surélévation à deux échelles, à l'échelle urbaine, c'est-à-dire que je questionne les politiques de densification verticale et j'étudie aussi évidemment la surélévation à son échelle construite, à son échelle architecturale, et je m'intéresse donc de près à la question du bois en surélévation, et vous allez comprendre pourquoi pendant la conférence. Alors, au sommaire de notre temps ce soir, deux parties. La première, c'est un petit retour finalement sur les enjeux de la surélévation contemporaine à son échelle métropolitaine. Pour ça, j'ai étudié finalement au sein de mes recherches trois villes en particulier qui sont Paris, Genève et Barcelone. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ces trois villes. Et en deuxième partie, on va passer en revue un certain nombre de projets réalisés en Europe, alors il y a un petit peu en France, un petit peu dans d'autres pays, des surélévations contemporaines. Et ces surélévations, je les ai classées en fait selon différents systèmes constructifs. Alors avant de démarrer sur le cœur de la conférence, j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour revenir sur la définition de la surélévation dans ses grandes lignes, un petit peu pour les néophytes. Alors déjà à Strasbourg, Strasbourg, c'est une ville comme d'autres en Europe qui a été fortifiée, qui donc a utilisé la surélévation pour créer des mètres carrés. Et en fait, on se rend compte finalement que la surélévation, il y en a eu dans la plupart des villes en Europe. Et en fait, on en recense vraiment beaucoup. Les plus anciennes datent du XIXe siècle, mais je crois qu'il y en a des plus vieilles encore. Alors on remarque aussi à travers ce petit échantillon que finalement la surélévation elle prend plusieurs aspects, plusieurs dimensions, elle prend des formes finalement très variées, des programmes aussi variés, les matériaux employés ne sont pas toujours les mêmes, les résolutions techniques ou architecturales sont très variées aussi. Et pour les surélévations les plus contemporaines, il y a de très belles opérations, notamment à Strasbourg. D'ailleurs, celle du Palais de Justice a fait l'objet d'une conférence aussi dans ce même amphithéâtre récemment. La surélévation peut être à très petite échelle, c'est-à-dire que là j'ai montré un projet à Paris de Mire Architecte, mais il y a des opérations encore plus petites qui consistent en l'ajout d'une seule pièce finalement sur une toiture. Et la surélévation peut aussi prendre une échelle très 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 vaste, de grande ampleur comme le projet du Freilager à Zurich, qui a été achevé en 2016 et qui a consisté en l'ajout de 196 logements sur
sur un bâtiment en U. Donc là, on est sur une opération en béton. L'opération précédente était en bois, il y a des opérations en acier, et encore avec d'autres résolutions. La surélévation, c'est aussi des techniques de préfabrication, notamment la préfabrication tridimensionnelle, c'est-à-dire que les modules sont fabriqués déjà avec des parties de plancher, de murs et de toiture. Et en fait, l'évolution des techniques ces dernières décennies, ces dernières années, est allée aussi jusqu'à des projets de recherche, notamment celui-là où le projet assez proche de l'équipe du Solar Decathlon 2014, qui ont finalement essayé de développer des prototypes de préfabrication de modules de surélévation qui étaient équipés de panneaux solaires. Le but, c'était d'avoir une surélévation qui soit autonome en énergie et qui redistribue au bâtiment l'énergie captée en surplus. Alors, a priori, c'est resté au stade de prototype. J'ai pas encore vu une résolution d'un projet à terme, mais si vous avez une info, je suis preneuse. Alors, la question du coût en surélévation est très importante. Elle se pose assez régulièrement. Ici, on a un exemple genevois, donc c'est des prix en francs suisses. C'est une étude de faisabilité qui nous montre finalement que, en comparant surélévation et démolition-reconstruction, la surélévation est plus économique. C'est-à-dire que bien souvent, là c'est un exemple évidemment, c'est pas une étude très longue ou comparative, mais cet exemple-là est quand même un reflet d'une réalité. Donc souvent, quand il s'agit de chercher à créer des mètres carrés, il est plus économique et évidemment bien meilleur pour l'environnement de surélever que de démolir. Alors finalement, tous les bienfaits de la surélévation qui a été constaté au fur et à mesure du temps à l'échelle du bâti, a été un petit peu capté, on va dire, par différentes métropoles comme étant un avantage potentiel pour un usage à son échelle métropolitaine, c'est-à-dire l'idée de pouvoir surélever intensément à l'échelle de la ville pour créer des mètres carrés, pour lutter contre l'étalement urbain, parce qu'évidemment la prise de conscience environnementale prenant de l'ampleur, la question est devenue plus pressante. Et finalement, les bienfaits de la surélévation et son potentiel à l'échelle du bâtiment, c'est en premier lieu évidemment de créer des logements neufs intramuros aux villes, au lieu de s'étaler. La surélévation permet aussi d'apporter un financement à une copropriété, par exemple, qui aurait besoin de faire une rénovation thermique ou énergétique, ou de créer un ascenseur, par exemple, ou de rénover une façade. La surélévation a aussi un potentiel dans la mise en valeur de l'ancien et du patrimoine, bien que ce soit très délicat. Et évidemment, elle a la capacité aussi de créer des espaces architecturaux de qualité, voire des terrasses partagées en toiture, etc. Et donc, plusieurs villes, plusieurs métropoles, notamment Genève, il y a quelques années, s'est posé la question d'appliquer la surélévation comme un plan de développement urbain, de l'intensifier, et les effets escomptés étaient étaient divers, basés sur les constats de ses capacités à l'échelle du bâtiment, à savoir un effet de détente de la pression foncière, une création évidemment de nombreux logements en ville, le financement de la rénovation massif et d'autres effets. Et finalement, au sein des recherches que j'ai menées pour le doctorat, je me suis rendu compte que ces effets étaient finalement très relatifs à l'échelle urbaine, parce que dépendant finalement de différents mécanismes de type spéculation ou de type constructif, ou du ressort finalement de l'acceptation des copropriétaires, etc., de type sociaux, qui finalement rendent la surélévation à l'échelle urbaine moins productive que les effets qui avaient été escomptés au départ. On va voir ça en exemple à travers donc, les 3 villes qui ont fait l'objet de recherches plus précises. Donc finalement, le choix de ces 3 villes a été fait
parce que donc, ce sont des métropoles européennes qui ont utilisé la surélévation par le passé, comme ça a été une partie de la construction de ces villes, qui utilisent la surélévation à l'heure actuelle et qui finalement sont des contextes très variés qui permettent finalement d'avoir un retour d'expérience très diversifié. Alors, on va commencer avec la ville de Genève. Donc là, j'ai fini mon introduction pour ceux qui se posent la question. Je fais juste une parenthèse pour vous préciser qu'en bas à droite de l'écran, il y a le numéro des slides qui vous permet de, si vous avez des questions pour tout à l'heure, de noter le numéro de la slide. Ce sera très utile. Alors, la ville de Genève. Le principe, le contexte de la ville de Genève, ça a été une pénurie de logements très forte qui a conduit la municipalité à choisir de modifier son règlement d'urbanisme en 2008, à rehausser les hauteurs constructibles de 2 niveaux sur 2 tiers de la ville. C'est un petit peu, ça paraît utopiste finalement quand on le dit, et Genève l'a fait, et a entraîné, on va dire, à sa suite plusieurs réflexions d'autres métropoles, dont Paris, sur la question de la densification verticale. Ce projet de loi avait vraiment pour but de créer des mètres carrés, de créer des logements, sachant que Genève avait une pression foncière qui était considérable. Et malgré que le principe des modifications d'urbanisme en Suisse nécessite l'approbation de la population et que cette loi a eu l'approbation quasi unanime, en fait, sa mise en œuvre a généré en fait, une levée de bouclier assez forte, notamment des défenseurs du patrimoine qui voyaient dans la surélévation une menace pour le patrimoine, et notamment de la part des riverains qui voyaient aussi une menace, on va dire, en termes de surpopulation, en termes aussi de surutilisation des équipements de transport et équipements d'utilité. Et finalement, la loi sa mise en œuvre a été très mal perçue. Ça a du coup poussé la ville à créer en fait une méthode qui s'appelle la méthode ABCD, qui avait pour vocation, qui a toujours, de donner des critères en fait aux architectes pour concevoir les projets afin qu'ils soient le mieux intégrés dans le contexte urbain. Alors c'était un peu délicat finalement parce que les projets qui étaient dessinés jusque-là n'étaient pas forcément, on va dire, plus mauvais en termes de qualité architecturale, mais simplement la ville, pour répondre en fait à la pression médiatique notamment, a fait cet outil. Et ça avait aussi pour vocation finalement de permettre à la ville d'avoir un support de lecture des propositions. Donc là, la loi est passée en 2008, ça fait un peu plus de 10 ans, ce qui nous permet de faire un bilan. Et au sein des recherches que j'ai menées du coup dans cette ville, finalement, ce que j'ai constaté, c'est que contrairement aux attentes des urbanistes à l'époque, la surélévation s'est produite, c'est-à-dire qu'il y a eu des projets, mais en fait il n'y en a pas eu plus les 10 ans qui ont suivi la loi que les 10 ans qui l'ont précédée. Ce qui, d'un point de vue de recherche de densification, est un résultat plutôt faible, très faible même. Ceci dit, contrairement aux critiques, là encore, des riverains ou des défenseurs du patrimoine, les projets qui ont été réalisés finalement sont en règle générale de bonne qualité architecturale. Pareil, ni plus ni moins que avant le passage de la loi. Alors finalement, la ville de Genève, cet exemple-là, quand on regarde de plus près aussi, on se rend compte que finalement il y a un contexte législatif qui était en place aussi, qui avait pour vocation d'empêcher la spéculation immobilière. C'est un contexte qui est toujours en place et qui a en fait entravé la loi de densification. C'est-à-dire que la ville essayait à la fois de créer des nouveaux logements et en même temps d'éviter l'effet de spéculation immobilière. Et les deux lois en fait se faisant front, elle a surtout en fait empêché que les projets se réalisent. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de demandes d'autorisation d'urbanisme qui ont trouvé un écho, mais qui finalement n'ont pas pu être réalisées, notamment en raison soit des recours du coup du voisinage, soit
des lois anti-spéculation. Alors le deuxième exemple, la ville de Barcelone. Cette ville, finalement, fait partie des cas que j'ai choisis pour mes terrains d'études parce qu'elle nous permet de réfléchir en fait à la question de densité optimale. La densité optimale, on va dire, c'est la question de la hauteur parfaite d'un immeuble, la hauteur, la skyline idéale d'une ville, sa densité parfaite pour à la fois concentrer suffisamment de riverains, de bâtis, et en même temps offrir une qualité de vie, de l'air, de la lumière, et un contexte en fait, de vie agréable. C'est la question que s'est posée Ildefonso Cerda au milieu du XIXe siècle, quand il a conçu son plan d'extension de la ville de Barcelone, qui était en fait une ville, on voit en bas à gauche sur le plan, une ville fortifiée, et au moment de l'abattement des fortifications, la question se posait d'établir un plan qui soit finalement une trame urbaine, pardon, qui proposait du coup un contexte optimal en termes de densité. La trame du coup carrée permettait de construire finalement sur le pourtour des carrés avec une cour intérieure et d'offrir en fait à tous les logements de la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'aucun logement n'était orienté plein nord en permanence. Et on voit sur le petit schéma en haut finalement le premier plan établi par Cerda avec la hauteur qu'il préconisait. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des décennies, des différentes municipalités, en un siècle en fait se sont succédés à peu près une dizaine de réglementations, de changements de réglementation. Et chacun, jusque dans les années 1960, chacun a augmenté le gabarit constructif. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y avait une rehausse des hauteurs constructibles et donc une série de surélévations, entre autres, ou de construction neuve, ou de démolition reconstruction. Et c'est en fait sous l'effet de la pression des investisseurs que se sont faits ces changements. Et donc ça a atteint son paroxysme en fait dans les années 60. Et là, la prise de conscience environnementale qui a eu lieu dans les années 70 a fait engendré une dernière modification dans le règlement 1986 qui, lui, a ramené de 2 étages plus bas les hauteurs constructibles autorisées. Et alors, ça a du coup généré en fait différentes choses. La première chose, c'est que ces changements successifs en fait, ont généré des pignons aveugles en escalier qu'on retrouve partout dans la ville et qui sont assez disgracieux et qui du coup ouvrent aussi d'un point de vue thermique à pas mal de choses sur ces immeubles hauts. Un autre aspect, c'est que dans ces mêmes années-là, au moment vraiment de la spéculation la plus forte, la municipalité de Portugalete, qui était fasciste à ce moment-là, et en fait a autorisé un très grand nombre de surélévations qui ne respectaient pas du tout le patrimoine, qui étaient du coup autorisées par la loi, mais qui ont effectivement eu un aspect très mauvais et qui finalement ont marqué le grand public négativement sur la question de la surélévation. Donc à l'heure actuelle encore, la population barcelonaise est plutôt réticente à la question de la rehausse. Le troisième aspect, et aspect du contexte de Barcelone, c'est que la ville, en fait, depuis une trentaine d'années, donc depuis les années 80, en fait, s'est étalée. C'est-à-dire qu'en fait, l'aire métropolitaine de Barcelone a fait doubler la superficie de la ville, qui était déjà conséquente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu vraiment un étalement urbain sans précédent, aussi sous le coup de réglementations assez permissives. Donc ça a finalement posé question à Barcelone sur le choix d'une densification verticale, et la municipalité à l'heure actuelle souhaite une densification, mais est confrontée justement à la vie du grand public qui est plutôt réticente à la question, au patrimoine évidemment qui a une place prédominante et qui est important. Et en fait, alors, ce qui se passe à l'heure actuelle dans cette ville,
c'est que le marché, parce que le marché de la surélévation existe, il est relativement actif, il est en fait essentiellement détenu par une agence qui en a le monopole. C'est une agence en fait qui est à la fois concepteur, constructeur et vendeur, parce que la loi espagnole le permet, ce qui n'est pas possible en France. Et donc cette agence, on voit les photos ici, conçoit et donc construit des projets en surélévation qu'elle veut de grande qualité architecturale, en respectant le patrimoine. Et on a d'autres exemples ici. Comment dire, ils ont finalement aussi tout un ensemble de discours et d'actions pour développer la surélévation, pour la promouvoir un petit peu partout en Europe. Ils viennent aussi en France pour en parler. Et eux construisent alors essentiellement en modules tridimensionnels en acier, avec des planchers bois, mais justement cherchent à s'orienter vers de la construction 100% bois. Alors, parmi les éléments qu'ils promeuvent, il y a la question justement de l'alignement des hauteurs, qui est une question finalement qui revient assez fréquemment dans le milieu de la recherche, en fait, au sein des chercheurs sur la densité. Et donc eux sont favorables à la question de l'alignement dans le contexte barcelonais, justement en raison de ces pignons aveugles qui selon eux peuvent être comblés sans générer en fait une surpopulation. Voilà, et donc dans ce cadre-là, ils font des études, notamment celle-ci, qui montrent aussi le potentiel de surélévation, qui en fait reste assez conséquent. Alors finalement, le bilan des recherches que j'ai menées à Barcelone, finalement, est sur la question de la densité optimale. C'est finalement un sujet qui demeure assez complexe. C'est difficile d'y répondre finalement, parce que ça reste en fait assez subjectif, dans le sens où ça reste en fait des décisions, une série de décisions politiques aussi et urbaines. Il n'y a pas forcément une vérité absolue, même s'il y a de nombreuses recherches à ce sujet. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que finalement la question de la densité, elle reste dépendante finalement à la fois de la pression exercée par un besoin de densité finalement, un besoin, vraiment une demande de création de logements, et c'est le cas à Paris notamment. Et en même temps, il y a de l'autre côté la pression de la rente immobilière qui existe aussi. Et l'agence du coup qui s'appelle la Casa por Alterado, donc cette agence qui exerce à Barcelone, répond finalement à ces deux aspects en fait en vendant les surélévations créées en fait au prix de l'immobilier existant. Ce qui est une réponse assez intéressante parce que justement ils font du neuf et le vendent au prix de l'ancien à lieu équivalent. Voilà. Alors le troisième et dernier exemple de cette première partie, donc la ville de Paris. Alors à Paris, ville qu'on connaît tous un petit peu plus évidemment, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait un cinquième de la ville a déjà été surélevé par le passé. On s'en rend pas forcément compte parce que dans le passé, beaucoup de surélévations en fait étaient une continuation, on va dire, de la construction du bâtiment, c'est-à-dire que on a la même odénature, les mêmes revêtements, la même couleur, la même position des baies. Donc beaucoup de bâtiments en fait ont été surélevés, on s'en rend pas compte. Et il y a même des immeubles qui ont été surélevés en fait à plusieurs reprises. Pardon, c'est le cas du bâtiment en haut à gauche. Alors le contexte parisien, c'est celui de la loi Allure, donc la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové qui a eu lieu en 2014, qui concerne pas uniquement Paris mais toute la France. Un des principes de la loi Allure, c'était de supprimer le coefficient d'occupation des sols. Et ça veut dire que tous les immeubles qui avaient atteint le COS mais qui n'avaient pas atteint la hauteur maximum autorisée ont tout d'un coup pu se surélever et rajouter du coup des étages. Et donc la suppression du COS en fait a libéré un potentiel de surélévation absolument considérable à Paris comme dans toutes les villes. Donc là, on voit en fait sur ces schémas, c'est l'atelier parisien d'urbanisme qui a édifié des cartes et des schémas pour montrer justement ce potentiel. Donc dans certains quartiers, notamment aux angles de rue, il est vraiment très grand.
Donc là, on a les plans qui ont aussi été faits pour essayer d'estimer ce potentiel. Et finalement, après cette étude de la Pure, il apparaît que, a priori, à peu près 11 000 bâtiments seraient surélevables, ce qui correspond à peu près à 8% des 140 000 immeubles parisiens, ce qui finalement est assez intéressant. Donc, c'est des bâtiments qui pourraient faire l'objet d'une surélévation entre 1 et 5 niveaux. Alors, quand on parle de potentiel de surélévation, il faut quand même faire attention à une chose, c'est qu'un potentiel est toujours estimé de manière brute. C'est-à-dire qu'un potentiel brut, en fait, c'est la différence entre la hauteur d'un bâtiment et le règlement urbain, qui autorise un certain nombre d'étages. Le potentiel brut n'inclut pas la réalité, en fait, et certains aspects. C'est-à-dire qu'en fait, une surélévation, elle reste possible que si les copropriétaires veulent bien la faire. La loi impose une majorité. La loi Allure a aussi changé ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait besoin de la double majorité, il y avait un droit de veto pour les pour les propriétaires du dernier niveau. Tout ça, ça a changé, c'est-à-dire que maintenant, il y a la majorité simple, et le droit de veto a été remplacé par un droit de priorité, c'est-à-dire que les propriétaires du dernier niveau, en fait, sont prioritaires à l'acquisition de la surélévation, si elle a lieu. Donc tout ça, ça va dans le sens de favoriser la surélévation. Mais entre potentiel brut, finalement, le potentiel théorique et légal, et la réalité, finalement, il faut relativiser et se dire qu'un potentiel plus proche de la réalité inclut un certain nombre de freins qui soient structurels, d'acceptation aussi des voisins, parce qu'il y a beaucoup de recours qui bloquent un certain nombre de projets. Il y a le bâtiment aussi, sa capacité technique d'être surélevé. On le verra dans les exemples de la deuxième partie. Donc il y a toujours un petit peu nuancé quand on parle d'un potentiel. Alors, à Paris, depuis la loi Allure, finalement, il y a on va dire les 4-5 ans qui ont suivi, donc jusqu'à 2017-2018, en fait, un certain nombre d'acteurs se sont spécialisés dans le domaine de la surélévation. Il y a des expositions qui s'y sont consacrées, il y a un atelier de projet qui est dirigé par Philippe Simon, qui s'est dédié à la surélévation. Un certain nombre de promoteurs se sont spécialisés aussi, ont cherché finalement à réaliser des opérations de surélévation. Il y a eu aussi en fait un architecte qui a créé un bureau d'études spécialisé qui marche plutôt bien et qui vraiment tout ce milieu-là finalement essaye aussi de fonctionner plus ou moins ensemble et de générer quelque chose. Qu'on voit des exemples assez récents des opérations contemporaines. Donc il y a eu par le passé, il y en a encore actuellement. Depuis la loi, effectivement, il y a eu certains projets qui ont pu être faits, qui n'auraient peut-être pas pu l'être avant la loi. Donc on voit que finalement, les projets se font. Il y a beaucoup de projets d'architectes publiés aussi qui ont bonne presse pour leur qualité. Donc ça, c'est des exemples de surélévation bois. Alors on va revenir sur certaines dans la deuxième partie. Voilà, et on se rend compte finalement assez rapidement quand on passe en revue des projets de surélévation que finalement les techniques employées sont assez variées, même quand on parle uniquement du bois. Les programmes, encore une fois, sont variés aussi. Alors finalement, en conclusion de mes recherches sur Paris, j'ai choisi cette image finalement pour la conclusion, justement parce que la question, encore une fois, de la densification verticale, et la question aussi de ce qu'est vraiment une surélévation d'un bâtiment, elle se pose encore. C'est-à-dire que dans le cas de Paris, des chercheurs, notamment dans les recherches qui ont été menées pour le Grand Paris, avaient choisi cette position de dire on va rajouter 2 étages à tout Paris. Lever de bouclier du patrimoine, bien évidemment, c'est une question, la question aussi de l'architecture. Est-ce qu'une surélévation
amène une qualité finalement au bâti qu'elle surélève? Est-ce que le tout est supérieur à la somme des parties, comme disait Aristote? Voilà, c'est une question qui demeure très importante et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, j'ai fini cette première partie, on va passer à la deuxième, et finalement, pour conclure cette première partie, on se rend compte finalement assez aisément que la surélévation, comme je le disais en introduction, peut prendre des formes variées, utilise des techniques, des échelles, des façons de faire en fait qui sont vraiment très différentes. Globalement, on se rend compte à l'heure actuelle que toutes les techniques possibles, mais que globalement il y a ces trois matériaux qui sont utilisés, qui sont le béton, l'acier et le bois. Finalement, pour un petit peu, pour voir un petit peu certains critères, si on peut parler de critères, on se rend compte que souvent le béton n'est plus employable ou difficilement employable en surélévation, simplement pour des raisons de masse. Et on se rend compte aussi que l'acier, alors même s'il est le concurrent direct du bois pour la surélévation, souvent aussi commence à être éliminé simplement pour des raisons environnementales. Et donc, on va se concentrer en deuxième partie sur la question de la surélévation au bois avec des exemples. Finalement, au-delà de juste en parler d'un point de vue technique, le choix d'en parler et de parler plus que du bois en deuxième partie de conférence, c'est un choix qui est volontaire, c'est aussi on va dire un choix qui s'ancre dans les mêmes enjeux et les mêmes problématiques qui sont en fait au préalable de la question de la densification. C'est-à-dire que l'enjeu environnemental, il est maintenant a priori acquis et admis par un public de plus en plus varié et vaste. Après, il ne s'agit pas de créer un lobby du bois ou de se dire bon, tout doit être fait en bois, c'est pas du tout le but. C'est plutôt la question de se dire il faut employer finalement pour reprendre une citation de Dominique Gausin-Müller qui elle-même reprenait les enseignements de Roland Schweizer, il faut utiliser en fait le bon matériau pour le bon usage et dans la bonne qualité et quantité. Pardon. Voilà, c'est vraiment la question de dire okay, quel matériau pour quel usage, à quel moment, et je pense que le bois en structure a sa place et on va voir ça ensemble dans cette deuxième partie. Alors, donc on va passer en revue une douzaine de projets de surélévation qui ont été réalisés, que finalement j'ai répartis selon 4 systèmes constructifs. Le but étant finalement de montrer, de réfléchir ensemble aussi à la question de l'architecture et du système bois, de se dire qu'est-ce qu'on peut construire en bois, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas construire en bois, il y en a certainement peut-être, et de voir ensemble est-ce qu'il y a un lien finalement entre la structure bois et l'architecture qui en découle. Est-ce que aussi le contexte du projet ou le contexte du bâtiment impose finalement un choix constructif. Et donc on va voir 3 systèmes constructifs et le système mixte. Le premier c'est l'ossature légère, donc l'ossature bois, mur ossature bois. Donc pour les néophytes, le principe de l'ossature c'est d'avoir en fait un ensemble des panneaux en trame de montants bois qui sont espacés de 40 à 60 cm maximum, qui sont contreventés de part et d'autre par quelque chose qui donc rigidifie l'ensemble, qui sont souvent des panneaux de composite et qui sont remplis d'isolants thermiques. Voilà, c'est le principe de base. Et c'est le système qui est le plus répandu, le plus utilisé. On va voir après pourquoi. La deuxième technique, c'est celui du panneau massif. Donc là, le principe finalement, c'est que chaque mur est constitué en fait de couches fines de bois qui sont en fait contrecollées les unes aux autres en croisant en fait le fil du bois pour du coup accroître la résistance.
Et le panneau massif, en fait, a des propriétés statiques et structurelles qui sont similaires au béton armé, ce qui est plutôt pas mal. Et le troisième système, c'est celui du poteau-poutre, qu'on rencontre peut-être un peu moins fréquemment dans la construction bois, en tout cas la surélévation, mais qu'on rencontre quand même, qui consiste finalement à avoir des éléments de poteau et de poutre, comme son nom l'indique, qui sont soit en bois massif, soit en contrecollé. Voilà, et donc après, la quatrième catégorie que j'ai voulu vous présenter aussi, c'est celle qui consiste en fait à mixer différents systèmes structurels ou à mixer le bois avec d'autres matériaux. Alors, finalement, on se rend compte aussi que chacun des systèmes constructifs employés en construction neuve ou en surélévation a des avantages finalement qui orientent le choix du concepteur vers un système ou vers un autre. Alors là, c'est un tableau finalement qui les compare, qui permet de montrer un petit peu les avantages des uns et des autres. Alors, l'ossature bois, par exemple, ce sont finalement les qualités, ces qualités d'économie, de rapidité, de mise en œuvre, son potentiel de préfabrication aussi, qui font que c'est la technique la plus employée, qui la font aussi être employée essentiellement dans le logement individuel notamment. Le bois massif, lui, possède des avantages structurels et esthétiques qui finalement privilégient son utilisation plutôt dans des opérations un petit peu plus vastes ou plus complexes. Il permet, ce que je disais tout à l'heure, des porte-à-faux notamment, ou des très grandes portées, parce qu'il a des capacités structurelles qui sont similaires à celles du béton armé. Après, pour le système poteau-poutre, finalement, les avantages structurels orientent plutôt son utilisation vers des projets où l'ouverture des façades est très importante, ou alors là où la souplesse d'aménagement et le fait d'avoir des plateaux vastes est aussi importante. Alors, on va regarder du coup les 3 projets que j'ai sélectionnés en ossature légère. Donc ces 3 projets-là, comme vous voyez pour la suite, finalement, ils ont des échelles variées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai pris 3 projets qui emploient donc tous la technique du mur ossature bois, mais où la mise en œuvre en fait a été très différente. On va voir finalement que même si on a un même principe structurel, la mise en œuvre peut varier. Donc dans le premier projet, donc celui de la Cour de la Grâce de Dieu à Paris, par Patrick Dejean et Jérôme Marin, là en fait la surélévation a été construite donc sur 2 niveaux avec une ossature bois légère, et on se rend compte en fait que dans la mise en œuvre les murs ont été posés sur site sans l'isolation, sans les baies, ce qui est le cas dans d'autres projets, c'est-à-dire qu'en fait assez régulièrement les murs arrivent quasi finis en fait jusqu'au revêtement extérieur. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que ici en fait les murs ont aussi été pourvus de poteaux intégrés qui permettent de soutenir en fait un plancher intermédiaire bois, et aussi au 2e étage du coup une charpente en comble perdu. La deuxième opération, donc c'est celle des maisons sur le toit à Poissy par Virtuelle Architecture. C'était pour le compte du bailleur social Villogia. Donc là, en fait, le projet consistait en l'ajout de 33 logements répartis sur 3 immeubles. Et donc, dans l'opération, il y avait aussi la rénovation du bâti existant. Là, on est toujours en mur ossature bois. Par contre, il y avait une construction en préfabrication de modules tridimensionnels. C'est-à-dire qu'en fait, les appartements sont venus en modules de 3 ou 4, enfin 3 ou 4 modules pour former un logement, selon que c'était en 2 pièces, 3 pièces ou 4 pièces. Donc on voit sur le plan finalement que souvent dans la préfabrication tridimensionnelle, il y a une optimisation qui est faite par le regroupement des pièces d'eau sur un seul module. Donc là en l'occurrence c'est cuisine et salle de bain.
Souvent, c'est aussi le module qui accueille finalement toute la partie électricité, qui après est dispatché, ou le cœur de la VMC aussi, qui après est dispatché dans le reste du bâtiment ou de l'appartement. Donc là, en l'occurrence, la surélévation s'est appuyée sur un des murs de façade et sur un mur de refend qui a été rehaussé. Et ce choix, finalement, a aussi permis de créer un porte-à-faux. Donc de l'extérieur, c'est un petit jeu qui est assez intéressant aussi, et de créer finalement une coursive qui permet d'accéder au logement, ce qui peut être assez pratique aussi. Le positionnement finalement des modules sur la toiture existante qui était en pente a permis aussi de créer un vide sanitaire. Donc là, on voit en photo la préfabrication des modules qui finalement, comme souvent en préfabrication tridimensionnelle, ont pu être équipés et finis en atelier et posés ensuite sur site. La troisième opération en mur ossature bois, c'est celle de Tolbiac à Paris, qui est assez médiatisée pour ceux qui regardent un petit peu la surélévation. C'est une opération qui a été réalisée par l'agence Marie Schweitzer à Paris, et elle est en fait assez emblématique des possibilités qu'offre le bois. Parce que là, en l'occurrence, en fait, le projet au départ, c'était donc un accroissement de la surface par surélévation. Et en fait, c'est uniquement l'ossature bois qui a permis de faire 3 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, les autres techniques bois ou les autres matériaux en fait, empêchaient absolument d'atteindre 3 niveaux. Donc là, c'est uniquement l'ossature qui a permis ça, et c'était apparemment vraiment limite en termes de masse ajoutée, sans avoir besoin de refaire en fait, une reprise de charge ou autre chose. Dans ce projet-là aussi, Marie Schweitzer explique assez bien que finalement pour faire accepter le bois en façade, ça a été assez compliqué, qu'elle a dû déployer pas mal de ressources, et notamment auprès des pompiers finalement qui sont ceux qui veillent à la sécurité incendie. Donc on voit que c'est une opération assez réussie sur le plan architectural. Alors la deuxième technique qu'on va regarder ensemble, c'est celui donc, du bois massif, avec 3 opérations, une à Paris, assez petite, une un peu plus grande à peine en Suisse, et une troisième à Zurich aussi, qui est beaucoup plus grande. Donc là, on a 3 échelles de projet pour une même technique. Donc là, alors les panneaux massifs qu'on appelle, qui sont souvent, donc c'est du contre-collé croisé, souvent on utilise l'acronyme anglais CLT. En général, ils sont utilisés, comme je le disais en introduction, pour des porte-à-faux importants, pour des grandes portées, etc. Ou pour des découpes complexes de baies. Voilà. Et parfois, c'est pour des projets beaucoup plus simples et minimalistes comme celui-là. Mais voilà, là, on se dit finalement, est-ce qu'une autre technique aurait pu être employée à la place du CLT ? Mais finalement, on se rend assez vite compte sur ces photos de chantier que la très grande ouverture qu'on voit sur la photo en haut à droite, finalement a pu être réalisée en n'ayant que du bois en structure, parce que justement on avait du CLT, donc il n'y a pas eu besoin de remettre un IPN en acier pour porter la toiture. L'autre aspect du CLT, son intérêt, c'est la visibilité du bois à l'intérieur, ce qui n'est pas permis par exemple par la technique du mur ossature bois. Alors cette deuxième opération à Bex en Suisse par l'agence Bonnard-Veufray, là finalement le bois massif a été utile pour la complexité formelle du projet. C'est-à-dire qu'en fait on a une toiture qui a une découpe particulière. C'est un projet sur 2 niveaux avec finalement des murs du coup aussi de comble, c'est-à-dire avec une pente où le CLT trouve vraiment une place assez intéressante. Là, on se rend compte que la réglementation patrimoniale a empêché en fait que la toiture, le côté de la toiture qui donne sur le paysage, puisse être vraiment ouverte. Qu'à cela ne tienne, les architectes finalement ont trouvé une solution astucieuse et ont contourné le problème en fait en ouvrant la toiture par des vitres de l'autre côté.
avec un paysage qui est pas moins intéressant. Et là, en l'occurrence, le CLT finalement a permis de vitrer entièrement cette façade et de créer le pli de la toiture pour en fait amener un maximum de lumière à l'intérieur des 2 étages créés. Sur la partie avant, la façade en pente, donc, au lieu finalement que les architectes s'arrêtent à l'interdit d'ouvrir, ils ont trouvé là aussi une solution assez astucieuse en fait en créant des trous assez petits qui ont été en fait aménagés d'un système de miroir à l'intérieur, et ce qui permet de finalement créer un jeu de lumière alors qui n'éclaire pas vraiment mais qui crée un instant assez intéressant, qui amène quand même un petit peu de lumière mais surtout de la vie en fait dans le corridor qui dessert les chambres. Là, on voit en image le chantier. Et en fait, on se rend compte que certains éléments ont été héliportés, ce qui est souvent le cas quand on est dans des situations un peu lointaines. Alors, la 3e opération en CLT, c'est celle du coup du supertanker à Zurich par l'architecte Oscar Weber. Donc là, on est dans un projet d'assez grande envergure, donc finalement, qui accueille des bureaux sur 2 étages, avec une façade percée d'une trame de fenêtres qui en fait offre un maximum de lumière aux espaces intérieurs. Donc là, ce sont les murs de refend et les planchers intermédiaires qui ont été réalisés en CLT et qui croisent en fait une autre technique qui consiste à faire des caissons avec du CLT plus fin. Et donc c'est plutôt un système de caisson bois avec de l'isolation. Et le principe des caissons a été utilisé en toiture et sur la façade qui accueille toutes ces fenêtres. Donc là, on voit assez bien à l'usage finalement que la visibilité du bois en revêtement intérieur, si je puis dire, et elle trouve une place en fait vraiment intéressante dans les bureaux parce que ça apporte une chaleur, une qualité esthétique, une qualité de vie qui est là et qui est vraiment très agréable. Alors on va passer au 3e système constructif qui est le système poteau-poutre. Donc là encore 3 projets de surélévation bois à structure poteau-poutre qui là aussi, je les ai sélectionnés vraiment pour leur diversité, pour un petit peu faire un tour d'horizon. Donc, ils sont très diversifiés, autant dans les typologies que dans leur mise en œuvre. Donc, 2 projets en Angleterre, donc c'est le premier et le 3e, et puis un projet parisien au milieu. Donc, le premier projet, c'est celui de Black House, de Simon Concert Architects, qui sont basés à Londres. Et dans ce projet, finalement, la structure poteau-poutre, le choix de ce système structurel, finalement, a été choisi pour rehausser un immeuble de type industriel en maçonnerie qui offrait en fait des façades porteuses tout à fait convenables pour appuyer vraiment toute la structure, toute la masse de la surélévation. Ça permettait aussi, finalement, ces bâtiments offraient des points d'appui réguliers, ce qui offrait finalement une possibilité aussi à l'architecte d'avoir un jeu d'un tramage assez régulier dans sa structure verticale. Donc là, en fait, on voit sur la coupe, ça apparaît pas très bien, mais en fait, les poteaux bois sont donc en lamellé collé de section 300 par 140 mm et en fait se situent vraiment à l'aplomb des façades. Alors là, c'est vrai que on le voit pas très bien, mais globalement, le trait d'aplomb est vraiment aligné avec celui de la brique. Alors le seul élément en acier que vous avez sûrement repéré, c'est celui d'un IPN en partie basse qui finalement permet de constituer un plancher d'interface qui est donc en acier, ce qui arrive en fait très régulièrement en surélévation, c'est-à-dire que souvent la surélévation bois s'appuie sur un plancher intermédiaire acier qui permet en fait d'équilibrer les charges et d'aller chercher des points d'appui sur le bâti existant. Là en l'occurrence c'est plutôt une question de renforcement périphérique.
Ça permet aussi d'avoir un plancher qui minimise une épaisseur, qui en bois aurait été peut-être un peu moins intéressant en termes d'épaisseur et de protection à l'eau, etc. Ça permet aussi de le remplir d'isolant, enfin, il y a plusieurs avantages. Donc là, on voit sur la photo et sur les coupes que les poteaux ont effectivement été disposés en rythme de part et d'autre des fenêtres du bâtiment existant, ce qui en fait crée une continuité formelle qui génère un dialogue architectural qui est assez intéressant. Et finalement, on peut aller dans l'analyse jusqu'à dire que l'horizontalité de la brique de l'existant en fait a été un peu retransmise par le bardage bois horizontal qui lui a été peint en noir. Donc en fait toute la surélévation c'est du bois massif, c'est-à-dire, mais elle a été recouverte d'une peinture, ce qui est assez intéressant parce que ça l'a fait plutôt identifier comme potentiellement de l'acier ou d'autres matériaux. Mais en tout cas ça renforce son aspect vraiment contemporain. Donc là, le système poteau-poutre il a aussi été utilisé pour générer des grandes portées et permettre en fait aux espaces de ces logements d'être très libres dans leur aménagement intérieur. La deuxième opération à Paris, donc par Bang Architectes, qui maintenant sont devenus Mir Architectes, voilà. Donc là c'est une opération en cœur d'îlot. Dans cette opération, en fait, la structure poteau-poutre s'est imposée aux architectes. Alors, je vais vous lire en fait ce qu'ils ont écrit à propos de ce projet parce que leur texte est assez intéressant et assez révélateur. Au départ, il y a cette bicoque coincée en cœur d'îlot parisien dans le 20e arrondissement. Une jeune famille de 4 personnes qui rêvent de lumière et d'horizons dégagés. L'impressionnant mur des berges voisins, haut de plus de 20 mètres, écrase l'étroite maison. Accès difficile par un trou de souris, budget modeste et l'envie de bien faire. Mettre au point un système et la répétition d'un élément comme unique règle de composition permet de s'affirmer. Ouvrir au maximum, aller chercher la lumière. Le bois s'impose, économique, léger et adaptable sur place. Ah, les relevés de géomètre. Manu transportable, faut passer les petits bouts de bois dans le corridor d'accès de 1 mètre de large. 11 cm de briques, ça ne fait tout de même pas beaucoup pour porter 2 nouveaux étages. Tant pis, qu'à cela ne tienne, nous redescendrons les charges le long de grandes échasses de Douglas, essence de bois, qui enjambent le fragile édifice existant. Voilà, donc on a vu dans ce petit témoignage finalement la complexité d'un site qui impose un choix structurel finalement, parce que voilà, passer dans un corridor de 1 mètre, c'est difficile avec un module tridimensionnel, et le bois pour sa légèreté, le système poteau-poutre pour les façades vitrées. Voilà, donc on retrouve finalement toutes les qualités. Et on voit en image finalement le résultat très abouti d'une surélévation avec une très belle qualité architecturale. Le troisième et dernier projet en poteau-poutre, c'est celui très très différent de The Windmill par l'agence Beach, qui en Angleterre donc, a créé finalement une surélévation au-dessus d'un ancien château d'eau. Là, la structure de la surélévation, en fait, elle est dérivée du système poteau-poutre, c'est-à-dire qu'en fait, on est plus dans des arches en lamellé-collé, mais qui finalement d'un point de vue structurel reprennent le principe du poteau-poutre et créent une coque. Les arches en fait sont reliées et posées sur une première poutre courbe qui reprend les efforts latéraux et le contreventement dans le sens perpendiculaire, lui, est assuré par des inserts métalliques qui permettent à la fois de liaisonner les arches en fait sur la poutre basse et de donc participer au contreventement. Le contreventement, il est en fait achevé par, on le voit sur cette photo, par le parement intérieur. Donc là, on a une petite photo du chantier et puis on se rend compte aussi que là, c'était une préfabrication en fait de la globalité du projet. Après, il était très petit, donc c'était assez facile. Et là, il paraît évident en fait que ce genre de projet soit préfabriqué en atelier, puis déposé
quasiment fini sur site. Parce qu'évidemment, le site aussi renseigne ou contraint en fait sur l'approche. Alors, la dernière partie du coup de ce petit échantillon de projet, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce sont des projets en fait à structure mixte, donc soit du bois avec d'autres matériaux, soit différentes structures, soit différents systèmes de construction bois. Alors, toujours 3 projets différents, toujours des échelles, des mises en œuvre différentes, c'est un peu le but de la conférence. Et deux projets suisses et un projet anglais. On aura quand même fait un petit tour d'horizon assez varié. Alors le premier projet, c'est celui de Working Space, qui en fait est développé par le laboratoire LAST de l'EPFL de Lausanne. Donc c'est un projet de recherche en fait mené par des jeunes chercheurs doctorants. Et dans cet exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la structure, donc c'est 100% bois, mais elle combine en fait différents systèmes constructifs pour optimiser les surfaces, la préfabrication, les points d'appui, etc. Donc là, en fait, en l'occurrence, la structure, elle est faite d'éléments de grande dimension, mais préfabriqués de telle sorte qu'ils soient systématisés, standardisés, et composés en fait d'une ossature de poteaux et de poutres qui sont solidaires. Donc le système porteur primaire en fait permet à la surélévation de s'appuyer sur un nombre limité de points et de transmettre en fait assez facilement les charges sur des points porteurs du bâti existant. Donc là, ils ont fait un premier exemple sur un bâtiment existant, mais qui apparemment reflète un peu une réalité du bâti de leur ville qui est régulier et qui du coup permet aussi de se généraliser. Donc là, en l'occurrence, la mixité des systèmes favorise en fait une expression de légèreté. Le but c'était d'ouvrir en fait en façade au maximum, d'où le choix de l'ossature, et en même temps d'être dans l'économie de projet et dans sa rationalité, et donc d'avoir des planchers et des murs intermédiaires et de la toiture plutôt sur d'autres techniques. Là, en l'occurrence, dans leur projet de recherche, ils intègrent aussi des panneaux photovoltaïques en toiture, systématiquement. Le deuxième projet, c'est celui du CHUR des Palinges, qui a été fait par l'agence 2B Architectes. Alors, celui-là, c'est, on va dire, l'opération la moins en bois que je vous présente ce soir, parce qu'en fait, la structure primaire, le squelette, il est en acier. Et le bois sert plutôt de remplissage. Il sert en structure aussi, mais pas de manière porteuse. Il sert plutôt, on va dire, à remplir le mur pour sa matière, pour son existence. Mais je voulais quand même vous le montrer finalement pour qu'on réfléchisse aussi ensemble à la question de la limite en fait, de la capacité du bois à répondre à certains projets. Ce projet-là, finalement, on se rend compte que la toiture triangulée, relativement complexe, créée par les architectes, finalement trouvait une facilité de mise en œuvre plutôt par l'acier. Le bois, a priori, aurait généré une épaisseur beaucoup plus importante, peut-être un surcoût aussi par la complexité. Voilà. Mais en même temps, ça reste, selon moi, une question à se poser, de savoir est-ce qu'il faut concevoir aussi plus pour le bois, ou est-ce qu'il faut chercher d'abord la forme et puis essayer de répondre par le matériau. La troisième et donc dernière opération, c'est celui de Velvet Mill, par David Morley Architecte. Donc là, on est en Angleterre, on est dans une opération vraiment assez intéressante pour plusieurs aspects. Déjà pour sa qualité architecturale, parce qu'on est dans un dialogue en fait, entre l'ancien, le patrimoine vraiment, et une résolution qui est très très contemporaine, avec une forme arrondie qui à la fois évoque l'ancien et les fenêtres en arche, et en même temps qui s'y confrontent, avec un matériau aussi qui est différent et en même temps
qui se fait oublier parce que c'est du zinc et que le zinc il est très souvent employé en toiture dans l'ancien. Donc voilà, il y a, on va dire, et en même temps, a priori, on se dit pas que c'est en bois et pourtant c'est une structure bois. Donc là, c'est des photos en fait assez spectaculaires finalement parce qu'on se rend compte de la dimension de ces grandes coques qui sont faites en ossature bois. Une ossature un peu particulière qui finalement forme des caissons. Ces caissons après sont remplis d'isolant et recouverts de zinc. Et il fait partie de la catégorie des projets en mixité parce que il s'accompagne finalement, cette coque s'accompagne d'un squelette en acier qu'on voit assez bien en haut à droite sur l'image, qui permet finalement là encore de réduire les épaisseurs parce que ça soutient ce squelette finalement. Il permet déjà d'avoir un arrimage de la coque sur l'existant, il permet d'avoir un plancher intermédiaire relativement fin, et surtout il permet finalement d'avoir des façades entièrement vitrées, les plus fines possibles. Voilà. Et comme dit, une fois le chantier fini, finalement on ne devine plus trop le bois. Alors bon, la question c'est est-ce qu'on devrait le deviner ou pas. En tout cas, c'est quand même le bois qui a donné sa forme complexe et ronde à cette surélévation. Et voilà, et qui du coup nous montre vraiment que le bois a des capacités insoupçonnées. Voilà, donc voilà l'ensemble des opérations que je vous ai montrées, qu'on a regardées ensemble. Finalement, s'il y a une conclusion à faire sur ces projets-là, c'est que voilà, je les ai sélectionnés pour quand même leur qualité architecturale, leur diversité aussi. Tous y sont publiés, donc voilà, il y a évidemment une myriade de projets merveilleux qu'on connaît peut-être pas, que j'ai pas encore vu. Voilà, c'est une sélection qui n'est qu'un échantillon, mais qui nous montre finalement que le bois, visible ou pas, en différentes techniques, en fait, se prête à la surélévation. A priori, même si le contexte, le bâtiment existant guide un petit peu certains choix techniques, il en demeure pas moins que le bois finalement répond à l'architecture, la permet, voire la crée. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Géraldine. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro. Yves, oui. Merci pour la présentation. Alors, slide 26, parce que vous avez dit, il faut repérer les... Non, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est sur Barcelone. Vous expliquiez que le volume est monté en hauteur jusque dans les années 60 et qu'après ça décroissait pour des raisons environnementales. Oui. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je suis allée un petit peu vite, j'ai fait un petit raccourci. C'est pas une question purement environnementale, c'est une question de prise de conscience en fait, un peu comme le préalable de Cerda, de se dire il y a besoin d'une qualité de vie en ville, qu'à un moment, à force de surélever, à force d'aller chercher trop haut, une ville en fait dont les rues aussi ont été dimensionnées pour une certaine hauteur du bâti, à force d'être trop haut, finalement, ça va plus. Certaines villes très hautes, je sais pas si on pense à Manhattan ou certains quartiers parisiens, en fait, ont été dimensionnées en fonction des largeurs de rue. Les hauteurs, en fait, ont été déterminées en fonction des largeurs de rue. Voilà. Donc, Cerda disait, voilà, il faut de l'air et de la lumière, comme tous les hygiénistes avant lui. Voilà, la question se pose finalement. Là, à un moment, ils étaient arrivés à une hauteur qui était vraiment considérée comme trop haute. Voilà. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe entre ces surélévations et les étages du dessous, et comment on accède à ces étages surélevés. Oui. C'est une très bonne question. Elle est prépondérante en fait à la question de la surélévation.
Alors il y a plusieurs situations. On va dire que dans le cas classique parisien de la copropriété, c'est souvent en fait l'escalier qui est prolongé. Donc il y a en fait là où il arrive, en fait, au dernier étage, la toiture est percée et l'escalier est prolongé, tout simplement. Mais il y a des situations où finalement l'escalier aboutit sur un étage de comble qui a été aménagé et où là, effectivement, l'accès n'est pas... la circulation verticale existante ne peut pas être prolongée. Soit ça freine, ça arrête net le projet, parce qu'il n'y a pas de possibilité de créer un escalier extérieur, soit il y a une possibilité, elle est utilisée, soit il y a une possibilité mais elle n'est pas utilisée. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a quelques opérations où en fait on voit qu'un accès extérieur a été créé, enfin extérieur dans le sens où c'est le volume en dehors de l'immeuble existant qui a été utilisé. Mais ça génère souvent un surcoût qui est qui est aussi un frein en fait à la réalisation du projet. Après, de temps en temps, quand le volume le permet, c'est aussi l'occasion de mettre en place, créer un ascenseur qui sert du coup à tout l'immeuble. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait la place dispo. Et à Paris, c'est vrai que les architectes que j'ai rencontrés dans le cadre de mes recherches ont souvent été confrontés à ce problème-là, en fait, simplement d'espace disponible en rez-de-chaussée. Parce que voilà, les immeubles parisiens sont en général assez resserrés, tous les mètres carrés sont employés, et d'ailleurs même souvent ils parlent de certains aspects réglementaires qui sont censés apporter de la qualité et qui finalement freinent plus qu'autre chose. C'est notamment le cas de l'obligation de créer un local poubelle ou un local poussette dans certaines situations. Et où en fait les mètres carrés disponibles n'existent pas et donc finalement il y a besoin de dérogation, voilà, ça complexifie un petit peu. Voilà. Bonsoir, Bertrand Chauvet, Agence Qualité Construction. Dans la continuité de la question de Thalie, comment est-ce qu'on gère les aspects énergétiques, comment est-ce qu'on gère l'étanchéité à l'air, comment est-ce qu'on gère la possibilité de pont thermique, etc. etc. C'était pas l'objet de votre présentation, mais je serais assez curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Là encore, il y a plusieurs cas de figure selon l'état du bâti existant. Alors, sur la question de la rénovation thermique, ce qui se passe en règle générale, on va dire que ça dépend, il y a deux cas de figure. Si l'immeuble existant est par exemple une copropriété, alors le projet en règle générale est porté par un porteur financier, un promoteur ou un particulier qui va en fait acheter le droit de surélever. Donc on appelle ça le foncier aérien. En fait, on donne de l'argent au copropriétaire, à la copropriété, pour en échange avoir le droit de surélever. Et cet argent-là, en fait, est utilisé après par les copropriétaires pour faire de la rénovation thermique du bâti existant, de la partie existante. Ça, c'est un cas de figure qui existe assez fréquemment. Maintenant, il y a une autre possibilité, un autre cas de figure, c'est quand l'opération en fait, est celle d'un bailleur social, par exemple, ou d'un propriétaire unique qui fait une surélévation de son propre bâtiment. Dans ce cas-là, c'est pas une question de finance, c'est un autofinancement. Voilà, c'est plutôt le fait de créer des mètres carrés au sein du programme. L'utilisation de ces mètres carrés va engendrer du coup normalement une plus-value qui va permettre de financer. Donc ça, c'est la partie financement du travaux. D'un point de vue plutôt technique, en règle générale, il est estimé que les déperditions thermiques d'un bâtiment ancien sont pour 40% dues à la toiture. Donc le fait de supprimer, d'araser la toiture, de poser une surélévation résout a priori 40% des problèmes thermiques. Reste aux propriétaires du bâti existant de résoudre les 60 autres pourcents. Après, en termes d'étanchéité, en règle générale, alors la surélévation, on est dans le cas d'une extension de bâtiment. Donc dans tous les cas, il y a effectivement une interface à créer. Là, en plus, on est dans un système vertical, donc effectivement, à partir du moment de toute façon où on remplace, en fait, on supprime la toiture et on pose donc des étages. S'ils sont à l'aplomb des façades, la question est assez vite résolue, a priori. Mais c'est rarement, alors c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, souvent la réglementation impose en fait un recul ou un angle de type de 45 degrés ou 60. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut créer une étanchéité. Et l'étanchéité fait partie vraiment des aspects fondamentaux de la surélévation. Je sais pas si ça répond à la question en fait, mais...
Non, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas de figure, autant d'un point de vue technique et de la forme de la surélévation que de l'état existant du bâtiment. Mais effectivement, de toute façon, dans tous les cas, en fait, il y a un aspect très important en surélévation, c'est l'interface en fait, entre l'existant et le neuf, évidemment. Voilà, tout à fait. Et après, alors, il y a malheureusement aussi des opérations qui voilà, comme tous les chantiers, qui malheureusement génèrent en fait des fragilités. Mais encore une fois, c'est une question de construction, de comment on gère en fait un chantier. Donc, de toute façon, dans toutes les opérations de surélévation, il faut absolument faire des études préalables. En fait, il y a 2 études qui sont obligatoires, c'est l'étude sol et l'étude structure. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude sol, donc ces 2 études doivent être faites par des bureaux d'études indépendants. L'étude sol, en fait, précise si le sol, la nature du sol en dessous du bâtiment est en mesure d'absorber une masse plus importante. C'est-à-dire est-ce que le bâtiment surélevé ne va pas s'enfoncer dans le sol s'il est trop mou, voilà. Et l'autre étude, qui est une étude structure, elle détermine si le bâtiment sur lequel on se pose ne va pas s'effriter, voire tomber en miettes, quoi. C'est une caricature un petit peu. Donc ces 2 études, finalement, montrent aussi l'état du bâti existant, quelles sont les possibilités, est-ce qu'on peut faire une reprise en sous-œuvre, est-ce qu'il faut étayer le sous-sol, etc. Voilà. Et après, évidemment, à partir du moment où on intervient sur l'existant, comme on le disait tout à l'heure, il y a la question de percer en fait aussi soit la circulation verticale, soit il faut après de toute façon, on va dire, travailler sur l'existant rien que pour accorder les gaines, les évacuations d'eau, etc. Donc on est effectivement en surélévation, il ne faut pas l'oublier, vraiment dans une typologie d'extension, et on travaille à l'échelle du bâti. C'est aussi une des conclusions de mes recherches, c'est de dire que finalement, en théorie, c'est facile de se dire, allez, on va surélever toute la ville. En pratique, on reste sur un bâtiment à chaque fois, et c'est hyper important de veiller à tous les aspects techniques. C'est très difficile en fait de généraliser aussi cette question-là, rien que parce qu'à un moment le bâti il est hétérogène. Voilà, on peut pas juste dire on va rajouter. Déjà, tous les bâtiments le permettent pas. C'est pas intéressant de le faire sur tous les bâtiments. Tous les copropriétaires ne veulent pas forcément, et sur certains, disons, les travaux en fait, qui seraient nécessaires de reprise des charges et autres, en fait, sont tellement conséquents qu'il n'y a aucun intérêt économique. Et l'économie, évidemment, est au cœur de la démarche. Oui, bonjour, Eric Albisser, j'enseigne dans cette école et je suis praticien et j'ai fait pas mal d'extensions en bois et dont une surélévation, je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne soit pas dans vos références parce que Thibaut... parce que j'ai eu un prix dans le lobby du bois. En tout cas, c'est pas le sujet. La question, c'est plutôt le toit étant la 5e façade, donc il reçoit le plus de soleil toute la journée. Et j'étais auditeur dans un chouette petit colloque, comme il y en a souvent à l'INSA, sur le problème caniculaire qui nous attend et qui est bien pire, on le sait aujourd'hui, que celui d'isolation. Et du coup, étant d'ailleurs un adepte du bois, j'ai quand même constaté qu'il y a des problèmes d'inertie et qu'il faut mettre de la masse, parce que comme vous le disiez, comme Dominique Gozin-Muller et Schweizer le disait, il faut mixer les matériaux pour avoir les qualités des uns et des autres. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je pense au système mixte, comme mixte ou hybride, le 4e, qui figure d'ailleurs pas dans... Il faudrait une colonne, parce qu'on verrait qu'il a le plus de 3 croix, donc ça, je vous suggère de le faire. Et donc, en fait, voilà, ça c'est quand même aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'on a tous sur ces questions de la surchauffe. Alors en plus, quand c'est des toits en zinc, j'adore le zinc, mais bon, ouais, je me trouve qu'on aurait dû mettre du cuivre, d'ailleurs ça aurait été plus chouette avec le bâtiment. Mais le problème des toitures métalliques sur 2 ceintures bois, il faudra mettre 70 cm de laine de bois hyper lourde, genre Gutex, pour pouvoir avoir cette inertie. Donc c'est juste, voilà, je pense que je vais faire cette remarque. Après, je vais passer le micro, mais je voudrais juste encore dire qu'il est faux, il n'est pas juste de dire qu'on ne peut pas faire de bois apparent en ossature. Parce que le bois structurel permet justement de se passer du lot placo avec l'économie de matériaux, mais avec tous les problèmes de gaine technique à placer, prise électrique qu'on peut faire en apparent, pourquoi pas, etc.
Or, moi je l'ai fait souvent, en supprimant le lot placo, on décroche un budget qui permet de visser, mais soigneusement, avec un architecte derrière, une bonne boîte, avec des petites vis étoiles, de l'OSB tout bête, épicéa à l'intérieur. Donc voilà, c'est juste pour les étudiants, vous pouvez tout à fait mettre ça. Vrai, je fais un peu un raccourci. Voilà, ok. Voilà, écoutez, je rends le micro. Sinon, pour Barcelone, il faut savoir que le plan de Barcelone a été imposé par Madrid lors de la fédération espagnole et que les Barcelonais ont volontairement saboté le plan de Cerda pendant 100 ans. Et ça a mis 100 ans avant qu'on le C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est vrai que sur la question de la question en fait des îlots de chaleur, ça fait partie effectivement des réflexions qui sont menées par bon nombre de chercheurs et d'architectes. Et effectivement, alors Philippe Simon à Paris, qui est un fervent défenseur de la qualité architecturale de la surélévation, de la qualité de vie aussi apportée par la surélévation, effectivement va aussi dans le sens de dire qu'il faudrait idéalement que les surélévations soient plus porteuses de jardins, de terrasses, en fait, de systèmes, d'inverser effectivement, de créer autre chose finalement que des mètres carrés qui sont dans le sens de la spéculation immobilière, encore une fois, quoi. Voilà, alors il y a quelques surélévations qui s'équipent, on va dire, au tout dernier niveau d'une terrasse partagée. Après, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça, en fait, et bon, voilà, pour différentes raisons, mais bon, après, c'est culturel. C'est vrai que de son expérience à lui et à d'autres, par exemple, à Barcelone, c'est beaucoup plus fréquent, parce que la culture aussi va plus dans le sens des espaces partagés à l'échelle d'un bâtiment, et d'usages de vie qui vont plus dans ce sens-là, mais oui, c'est vrai que ça fait vraiment partie des réflexions. Bonsoir, merci pour le sujet. J'avais une petite question en fait, parce qu'il y a un sujet que vous n'avez pas beaucoup abordé, je trouve, qui peut être intéressant, c'est le rôle du maître d'ouvrage en fait dans tous ces projets. Et la question que j'ai, c'est par rapport au premier exemple de Genève avec la loi qui a été adoptée pour augmenter de 2 niveaux l'ensemble de la ville. On comprend que c'est une problématique sociale et donc publique en fait. Et ma question, c'est est-ce que vous savez qui du coup sont les maîtres d'ouvrage de tous ces projets-là et comment ils ont été désignés et comment, entre guillemets, tous ces projets leur ont été distribués dans l'ensemble de la ville. J'ai pas compris. En fait, c'est... Enfin là, dans le cas de Genève, il y a en premier lieu, on va dire, les acteurs de l'urbanisme de la ville de Genève, au niveau municipal, qui ont à un moment décidé de la loi, aidés par des architectes praticiens notamment, ou des urbanistes. Après, les projets réalisés finalement sont à chaque fois de l'initiative privée, comme partout, privée dans soit des bailleurs sociaux, du coup, qui sont, alors à Genève, pas sur le même format que nos bailleurs à nous, pas exactement, ou des privés, c'est-à-dire les propriétaires. Voilà, après comment dire, en fait, on se rend compte que quelle que soit quel que soit l'envie, j'ai envie de dire, d'une municipalité, d'une métropole de se densifier, en fait, ça reste absolument à l'initiative des propriétaires de chaque bâtiment, qu'ils soient publics, sociaux ou privés. Après, voilà, comment dire, c'est effectivement, c'est beaucoup de leur ressort, c'est aussi... ça reste en fait de toute façon en premier lieu une question économique, dans le sens de... Voilà, beaucoup en fait, des propriétaires se disent bon, je peux soit valoriser mon bâtiment dans le but de le revendre, soit souvent c'est créer des mètres carrés en plus. Mais il n'y a pas eu vraiment eu de distribution dans le sens de... Oui, du coup ça répond à ma question, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas eu de programmation spécifique, en fait une volonté de la ville en mettant en place cette loi de surélévation, c'était juste se dire en fait ce qu'on peut faire au sol, on va pouvoir le faire en densification c'est ça, le contexte vertical, et oui. Il n'y a pas eu de projet programmatique derrière. Non, parce que ça doit rester... Alors après, une municipalité peut très bien décider de surélever ses bâtiments publics, évidemment... mais non, il n'y a pas de... Alors, en fait, la loi genevoise s'est accompagnée d'une carte qui était indicative, qui, en fait, désignait simplement les bâtiments qui étaient surélevables.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas montré dans les slides parce que c'est encore en cours de production de mon côté, mais j'ai établi une carte qui montre les projets réalisés depuis les 10 ans de la loi. Et en fait, non seulement les projets sont, comme je le disais, en bien moindre quantité, et en plus, ils sont en fait pas à moitié, on va dire, sur les bâtiments désignés et à moitié en dehors. Donc c'est assez drôle, on va dire, de constater que même avec une carte indicative, en fait, les projets réalisés sont pas forcément là, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Il y a toujours en fait vraiment un écart entre les politiques urbaines en fait volontaristes et la réalité sur le marché. Enfin, c'est logique, je veux dire, de toute façon dans tous les cadres de loi il y a une différence. Une dernière question. Deux questions. Merci de cette présentation qui est très intéressante. Je me présente Cabinet Primo, maître d'œuvre. On est spécialisé notamment dans la surélévation. Bon, la surélévation, c'est une abstraction juridique au départ, parce que j'aimerais quand même inviter notamment les jeunes étudiants à faire une étude préalable de la faisabilité juridique aussi, parce que nous nous heurtons souvent à une très grande difficulté de trouver une assurance dommage-ouvrage qui veut bien assurer les travaux nouveaux par rapport à l'existant. Alors nous, ce que nous faisons, et ça a un coût énorme au départ, c'est de faire un audit de la structure, une étude de sol par une entreprise spécialisée, pour citer personne, et là on se rend compte que entre l'idée artistique de vouloir surélever pour faire plaisir à la loi Allure, pour faire plaisir à des maîtres d'ouvrage, etc., on se heurte à des réalités juridiques parfois incontournables. On a eu récemment le cas où un jeune architecte a fait un projet magnifique et on a eu un mal fou à calmer le maître d'ouvrage parce que le projet était sur le plan structurel et juridique irréalisable. Alors ça, c'est une approche qu'il faut avoir. Il faut bien sûr s'exprimer sur un plan architectural, mais en amont, longtemps en amont, faire l'étude de la structure existante et l'étude du poids que l'on veut rajouter. Parce que ça, c'est la quadrature du cercle. Voilà, donc maîtrise d'œuvre, ok. Dommage ouvrage, gros problème. Dommage ouvrage surexistant, très gros problème. Pourtant, on travaille avec des boîtes comme Alliance, Verspirène et autres. Mais bon, ils sont très frileux, sauf à montrer plusieurs rapports d'experts amiables pour dire oui, c'est faisable, il n'y a pas de risque, etc. Je me suis vu refuser un dossier où j'ai dû faire une reprise de toute la structure en ossature métallique, traverser tous les appartements avec des poutres métalliques pour pouvoir construire. Oui. Les architectes qui font aussi cette démarche, excusez-moi, là, je veux dire, parce que oui. le mot artistique ici, c'est un gros mot. J'ai pas compris. Le mot artistique, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est pas parce qu'un jeune architecte a peut-être trouvé de vérifier la structure que le projet de l'architecte, moi en tant qu'architecte, je fais également une étude structurelle, un diagnostic d'ailleurs, et non, parce que là, excusez-moi, je trouve que c'est un peu dur, je déteste le mot artistique. Non, c'était pas péjoratif, hein, mais... Et vous dites, et moi j'ai compris votre message, subliminalement, je ne sais pas faire un débat là-dessus, je vois qu'il y avait un jeune architecte qui fait un projet magnifique, vous avez dit avant artistique, ce qui est un mot qui n'a rien à voir avec l'architecture quelque part, et que heureusement vous étiez là pour finalement appeler l'ingénieur. Est-ce que je suis paranoïaque? Si vous permettez, je ne vais pas faire une réponse parce qu'elle serait trop complexe. Je vais simplement citer l'article 1147 du Code civil, où le sachant, notamment l'architecte, est responsable de la faisabilité économique aussi du projet. Merci. Non, mais après, ce qui est intéressant dans votre partage, c'est que justement, en fait, ça traduit une réalité des projets. C'est pas pour rien, finalement, que sur ce marché, les promoteurs ont un rôle assez important et finalement aussi ont, dans ce marché-là, une emprise assez forte, dans le sens où il y a, on va dire, avant qu'un projet puisse aboutir, effectivement, des études à mener qui ont un certain coût.
l'étude de faisabilité des architectes et des bureaux d'études a un coût et ça n'assure pas finalement de la faisabilité du projet. Et c'est une réalité effectivement qui est absolument importante et qui en fait freine, voire bloque beaucoup de projets. Et c'est pas pour rien qu'à Genève on constate que depuis 2008 finalement les autorisations d'urbanisme ont été délivrées en masse. Et les projets réalisés en bout de chaîne, en fait, sont finalement très très peu nombreux par rapport à ce qu'on attendait. Parce qu'il y a cette réalité aussi, quoi. Je vous remercie. Je vous propose d'arrêter ici les débats, en tout cas dans la salle. Et merci encore à Vérabile. Voilà, je tenais encore une fois à vous remercier de votre présence. J'espère que ça vous a intéressé. Merci à tous les organisateurs et puis une fois de plus à l'école qui nous accueille une fois de plus, comme souvent dans ces locaux. On vous convie à un pot de l'amitié, donc de l'amitié, c'est important. Si vous nous laissez bien 5 minutes le temps de l'installer, mais en tout cas ce sera à l'étage et on se fera un plaisir de vous servir un verre. Merci à tous et bonne soirée.